Salut tout le monde, bienvenue à ce deuxième vidéo sur le jeu Pax Hispanica qui sera publié par Ion Game Design en 2024. Dans cette vidéo, on va voir les conditions de victoire, les enchères et comment fonctionne le plateau de philosophie. Désolé à l'avance, ça va être des vidéos un petit peu plus longues, mais c'est un Eklund après tout, fait qu'il y a du stock à couvrir en sacrament, là. Fait que d'abord, on va parler des conditions de victoire. J'en ai discuté dans le vidéo précédent. Il y a quatre positions qu'on appelle extrémistes sur le plateau de philosophie. Vous avez le plus grand têteux de roi, vous avez le plus grand pirate, vous avez le plus grand coloniste et le plus grand missionnaire. Si le standee d'un joueur, la figurine d'un joueur se trouve sur une de ces cases-là et que la condition de victoire qui est listée à côté est vraie, ce joueur-là gagne la game instantanément. Fait qu'il faut être au bon endroit au bon moment, comme c'est souvent le cas dans les PAX. Vous pouvez avoir une condition de victoire spécifique qui est à on, mais il n'y a personne qui est ici pour en profiter. Puis à l'inverse, vous pouvez avoir quelqu'un qui est à une position extrême, mais que la condition associée n'est pas à on. Fait que tous les scénarios sont possibles, c'est quand même très intriguant et puis très intéressant. Toutes les conditions de victoire sans exception, on va commencer par les trois qui sont ici, là. Fait que dans le fond, ces trois conditions-là de victoire vont toutes exiger que vous ayez au moins un de ce que le jeu appelle un peerage ou une relique. Fait qu'une relique, là, c'est un trésor ultra précieux que vous pouvez mettre la patte dessus dans la mer des Caraïbes puis ramener chez vous là, pour accrocher au-dessus de votre foyer. Là. Ça va typiquement se trouver dans les coffres ici là, de votre player mat. Puis un peerage, c'est un titre que vous allez avoir en cours de game là, via une carte que vous allez jouer à un moment bien précis. Vous pouvez avoir jusqu'à 3 peerages sur votre player board, mais dans le cas de ces trois victoires, conditions de victoire-là, dans le fond, un seul peerage ou relique est suffisant. Dans le fond, thématiquement, le jeu veut que vous soyez quelqu'un. Vous ne pouvez pas gagner en étant un nobody. Fait qu'il faut au moins que les gens se rappellent de vous et disent ah, ça, c'est le gars hostie, qui avait trouvé là, le super trésor, t'en rappelles-tu, sur telle île ou dans telle mer? Ou bien, ah oui, ça, c'est le gars tu sais, qui avait été adoubé chevalier, ou c'est le gars qui avait été ci, qui avait été ça. Fait que ça vous prend au moins une carte ici, ou une relique ici, pour être éligible pour ces trois conditions de victoire-là. Mais encore, il y a toujours une deuxième condition, fait que la condition de victoire du roi Soleil, c'est que les coffres de guerre de l'Espagne doivent être remplis. Fait que donc tout ça ici, là, ça doit être rempli, là. Fait que 9 trésors doivent avoir été crissés sur cette traque-là. Puis c'est là que c'est hot, pas nécessairement par vous. C'est même possible que tous les autres joueurs aient crissé des trésors ici, sauf vous. Mais qu'encore là, vous soyez au bon endroit au bon moment. Fait que dites-vous qu'une fois que le neuvième coffre rentre ici, le roi prend son plus grand têteux, puis le couronne gagnant de la game de Pax Hispanica. C'est comme ça qu'il faut le voir. Fait que si vous êtes ici, puis que vous avez au moins un peerage ou une relique, puis que les coffres de guerre sont remplis, à ce moment-là, vous gagnez. Puis ça, dans le fond, l'idée, c'est de prendre des trésors de la mer des Caraïbes, les ramener en Europe, puis d'en faire don au roi. Ici, vous devez avoir un peerage ou une relique et il ne doit pas y avoir d'esclaves sur la map. On appelle un esclave un meeple blanc, spécifiquement un meeple blanc, et non pas un meeple de couleur. Un meeple blanc sur une colonie, c'est un esclave. Fait qu'on commence, il y a 8 colonies espagnoles, fait qu'il y a 8 qui emploient tout un esclave, fait qu'il y a 8 esclaves en partant. Mais les autres nations sont pas mieux quand eux autres vont installer des colonies. Eux autres aussi vont souvent employer des esclaves. Fait qu'il faut plus qu'il n'aille un calice sur la map et que vous soyez à cet endroit-là avec votre meeple et que vous ayez au moins un peerage ou une relique. Celle-là ici, un peerage ou une relique, et le nombre de rebelles de taxes est plus grand que la valeur de mercantilisme qui commence à 3, puis encore là qui peut fluctuer, qui peut monter, qui peut descendre. Euh, on va le voir plus tard, là, mais en gros, quand vous amenez des coffres au roi, vous pouvez plaider la cause puis dire hey, ça ne te tente pas un peu de slacker là, les lois dans la mer des Caraïbes, ça fait baisser le mercantilisme, ou au contraire, hey Chris, tu devrais réglementer ça un petit peu plus, fait que ça vient serrer les règles de mercantilisme puis ça l'augmente. Fait que, puis le nombre de rebelles de taxes, ce sont des charmants personnages comme ça, les points dans les airs, qui vont venir se crisser sur des cases ici. Fait que vous avez deux types de rebelles, des rebelles contre les taxes puis des rebelles contre l'esclavage. Fait que cette condition de victoire-là ici, essentiellement, vous devez avoir plus de tokens comme ça sur la map que la valeur de ce dé-là. En plus d'avoir un peerage ou une relique, puis en plus d'être au bon endroit au bon moment.
Et finalement, le plus grand pirate de tous les temps, El Patron, ben, ce n'est que relié au peerage et aux reliques dont j'ai parlé. Fait que ça vous en prend trois dans une game à trois joueurs ou moins. Ça vous en prend seulement deux dans une game à quatre joueurs ou plus. Fait que deux peerage reliques, puis vous êtes ici, puis vous gagnez la game. Fait qu'évidemment, le pirate se crise d'à peu près tout, sauf de son propre sort. Fait que pour lui, tout ce qui compte, c'est son prestige, les choses qu'il a découvertes, les titres qu'il a obtenus, un peu sa réputation, là, si on veut. Là. Il se calisse de l'esclavage, il se calisse des coffres, il se calisse des rebelles de taxes. Là. Fait que, fait que voilà, vous devez être ici avec cette condition-là à on. C'est peut-être qui a l'air à première vue d'être la plus facile, mais ça dépend. Ouf, fait que ça, c'est les conditions de victoire. Maintenant, on va parler là, fait que un tour, c'est un peu fucké. Là. On peut voir ça comme ça. Là. Un tour dans ce jeu-là, c'est divisé en 4 années. Puis à chaque année, il se passe des affaires bien spécifiques. Là. À chaque année, on ne répète pas les mêmes affaires. À chaque année, on fait des choses bien spécifiques. Là. Fait que c'est pour ça que vous voyez que le board est comme séparé en tranches de 4 ans, un peu comme les Olympiques. Là. Fait que, par exemple, en 1610, on va faire la phase de goods. En 1611, les enchères. En 1612, on va jouer des cartes. En 1613, on va promener nos bateaux. Puis après ça, comme disait ma grand-mère, on s'essuie puis on recommence. En 1614 avec les goods, puis ainsi de suite. Je ne parlerai pas de la phase de goods tout de suite. C'est une phase essentiellement de maintenance puis de clean-up. Là. Euh, puis ça fait pas bien du sens quand vous ne connaissez pas des concepts du jeu. Mais par contre, la deuxième année d'un tour, on va toujours être à la phase des enchères. Puis ça, c'est quand même assez facile à comprendre. Fait qu'à cette phase-là, vous devez faire une des trois patentes qui est listée ici. Soit une enchère, soit ce qu'ils appelle un professional draw, ou soit de la débauche. Fait que, puis une enchère, il y a deux types d'enchères que vous pouvez faire. Fait que là, on rappelle que en temps normal, ces quatre decks-là sont shufflés, puis la carte sur le dessus est révélée. Fait que, première chose que vous pouvez faire comme enchère, c'est choisir une des quatre cartes que vous voyez là, puis de dire, par exemple, moi, je prends cette carte-là, puis je la place à l'enchère. Puis là, à ce moment-là, tous les joueurs, incluant vous-même, vous allez ramasser le fric que vous avez en avant de vous autres. Vous allez le cacher comme dans votre main jusqu'à temps que tout le monde soit prêt. Puis là, 1, 2, 3, go, c'est une enchère à l'aveugle. Tout le monde révèle son fric. Puis là, ben, il y a deux possibilités. Soit que vous gagnez l'enchère. Si vous gagnez l'enchère, à ce moment-là, vous payez à la banque. Les perdants ne paient rien. Les perdants gagnent leur fric, il n'y a que le gagnant qui paye. Fait que si vous avez initié l'enchère et vous la gagnez, vous payez à la banque, vous prenez la carte, vous la crissez dans votre main, puis à ce moment-là, vous allez révéler la prochaine carte sur le dessus du deck. Puis on fait ça, dans le fond, dans l'ordre de tour. Fait que dans une situation comme ça, l'Espagnol ferait son enchère en premier, ou en tout cas son action en premier dans cette phase-là, suivi de l'anglais, du français et du Dutch. S'il y a égalité, ben, comme la personne qui a initié l'enchère tranche les égalités. Si elle-même est égale avec quelqu'un d'autre, elle n'a pas le choix, elle est obligée de dire je gagne l'enchère, je paye à la banque, puis je prends la carte. Si vous avez initié l'enchère, puis deux joueurs ou plus autres que vous sont égales pour le top B2, ben là, vous choisissez le gagnant. Et si vous ne gagnez pas votre propre enchère, le gagnant de l'enchère vous paye vous autres. On a déjà vu ça dans un autre PAX, là. Je finis par les mêler, puis je me rappelle plus lequel. Là. Mais donc, le gagnant de l'enchère va vous payer à vous et non pas à la banque. Fait que si vous gagnez votre propre enchère, vous payez à la banque. Si quelqu'un d'autre gagne votre enchère, il paye à vous. Fait que vous allez avoir plus de fric, plus de chances de mettre la patte sur une carte de market dans les phases d'enchère qui restent. Puis ça se négocie, ça, potentiellement. Si vous êtes l'espagnol, vous avez crissé ça pour enchère, puis le français puis l'anglais sont à égalité, ben tu sais, ben, qui je ferais bien gagner? Mais ça dépend, il y en a-tu qui ont de l'argent de trop, fait que on va revenir là-dessus, là, mais il y a beaucoup de choses qui peuvent être négociées quand même dans ce jeu-là. L'autre option, si vous décidez de faire une enchère, oui, vous pouvez le faire avec la top card du deck, mais vous pouvez aussi, dans une situation, par exemple, comme celle-là, dire, OK, pour une raison X, Y, Z, il n'y en a aucune qui vous intéresse, whatever, ou vous aimez ça gambler puis prendre une chance, vous pouvez dire, you know what, on va prendre cette carte-là, on va temporairement la mettre de côté, puis c'est ça qu'on calisse aux enchères. Puis là, le monde va dire, ben oui, mais on sait pas c'est quoi. Ben c'est ça. Fait que let's go, on bid. Fait que il n'y a que le gagnant qui va savoir c'est quoi. Le gagnant, évidemment, prend cette carte-là, la met dans sa main, puis il va se dire, oh my god, je me suis fait fourrer, ou oh my god, j'ai fait le move de ma vie, j'ai vu ça pour cheap, puis les autres savent pas à côté de quoi ils ont passé. Fait que ça,
Fait que c'est un encan aveugle, une enchère aveugle sur une carte à l'aveugle aussi. Vous savez quand même c'est quoi le type de carte, là. Puis en tout cas, à un moment donné, avec le temps, on finit par comprendre, tu sais, justement, les cartes de missionnaires nous amènent typiquement plus à droite, les cartes de pirates plus à gauche, puis ils ont tel type d'icône. Évidemment, un bateau va vous donner un bateau dans votre flotte. Typiquement, des colonies vont vous permettre de mettre des disques sur la map, des missions vont vous permettre de mettre des bibles sur la map. Fait qu'avec le temps, on les connaît un petit peu, c'est pas 100% à l'aveugle, c'est pas un gros crise de deck de 100 cartes qui est shufflé. La carte provient quand même d'un paquet, puis ça, c'est important. Autrement, c'est exactement le même comportement qu'une enchère normale. OK. L'option de Professional Draw, comme le nom l'indique, vous ne pouvez prendre cette option-là que si vous êtes un professionnel. Qu'est-ce qu'on définit comme un professionnel dans ce jeu-là? Au début, tout le monde est un adolescent boutonneux qui vit dans le sous-sol de ses parents. Tant que vous êtes sur une case colorée ici, là, ce que le jeu appelle des Calo Space, vous êtes considéré comme un adolescent, un teenager qui n'a pas de job, qui ne travaille pas, puis qui n'a pas encore trouvé là, sa voie dans la vie. Dès que vous êtes sur une case grise comme ça, vous avez une job. Vous avez une job du type de la ligne qui mène éventuellement à la position la plus extrême ici. Fait qu'on peut dire que dans ce cas-là, le Dutch est une espèce de jeune pirate en devenir. Ici, il commence à être un pirate assez connu, puis ici, il est comme le plus grand pirate de la mer des Caraïbes. Puis même affaire, ici, il commence à têter le roi un petit peu. Ici, c'est un sérieux têteux de roi, puis ici, c'est le plus grand têteux de roi que la Terre a jamais connu, là. OK? Fait que Professional Draw, vous ne pouvez pas faire ça si vous êtes ado. Vous devez avoir une job. Ceci dit, si vous avez une job, ça peut être intéressant en crise, puisque au lieu de faire une enchère, parce que je répète qu'ici, vous choisissez une des trois options, vous ne faites pas toutes ces patentes-là, là, mais pas, vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez faire une enchère pareille, mais si vous êtes professionnel, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez piger du deck duquel vous avez une profession. Fait que dans ce cas-là, le Dutch devrait piger dans ce deck-là ici un nombre de cartes égal à votre valeur de reach. Enfin, on en arrive à ces statistiques-là que j'ai dit que c'était très important, là. Fait que reach, c'est écrit ici, nombre de cartes que vous pigez pendant un professional draw. Fait que tout le monde est à 1 par défaut, même la puissante Espagne est à 1 par défaut. Vous allez devoir crisser de vos bibles sur la map ou sur des cartes ici là, pour venir libérer des chiffres additionnels. Hey, ça, je suis toqué, esti, puis j'en reviens pas que ces tokens-là, en plus, s'en vont sur le signe du Yaub. Ici, là, sur sur le player mat, les crucifix s'en vont à l'envers. Quelle disgrâce. Fait que, tu sais, fait que une fois que vous avez deux Bibles à quelque part, ben, vous avez une valeur de reach de 2. À noter, je vais le répéter, je vais essayer de le répéter quand même à chaque fois. Le reach et le sway, votre valeur est celle que vous avez sur votre player mat, mais ne peut jamais dépasser le mercantilisme. Au début, c'est pas trop un problème parce que le mercantilisme est à 3, puis 3, c'est la valeur maximale pour le sway, mais bon, reach, si jamais vous avez des bibs en colis sur la map, vous pouvez tomber à 4, là. Mais si quelqu'un s'amuse à descendre le mercantilisme à 2, puis même descendre le mercantilisme à 1, vous pourriez vous retrouver dans une situation où même si votre sway ou votre reach est supérieur à cette valeur-là, vous êtes topé à la valeur du dé. Fait qu'au début, bon, on a un. Fait que, tu sais, par exemple, le Dutch pigerait ici, ben, il prend la carte qui est sur le top, mais au moins, ça ne coûte rien. Puis, il n'y a pas le risque de l'enchère de se faire piquer par quelqu'un d'autre. Fait que le Dutch prendrait sa carte-là, la crisserait dans sa main gratuitement, puis il viendrait flipper la prochaine carte. Là où ça commence à être intéressant, bon, si je recrisse ça de même, c'est que là, si, par exemple, le Dutch a une valeur de reach de 2 ou même de 3, puis quand on a le dé de mercantilisme est comme ça, ben là, le Dutch, non seulement pige la première carte du deck, il pige les deux autres d'en dessous, puis ça, il n'y a que lui qui va savoir c'est quoi, puis seulement une fois qu'il a fini, il révèle la prochaine carte du deck. Fait que non seulement ça peut vous permettre de piger plus de cartes, mais en plus, ça vous donne un petit edge par rapport à vos adversaires, parce que si vous avez une valeur de reach supérieure à 1, certaines de ces cartes-là vont demeurer secrètes aux autres joueurs. Fait que là, les autres joueurs n'ont aucune calice d'idée c'est quoi ces cartes-là, dans ce cas-là, le type de bateau ou là, quel genre d'action que ça vous donne. Les joueurs n'ont aucune calice d'idée, tandis que les cartes face-up, c'est un petit peu plus évident. Fait que ça, c'est la pige professionnelle, puis on va revenir à la débauche. Ce sera pas long, parce qu'il faut parler d'autres concepts avant.
OK. Fait que l'autre année d'après, vous allez jouer des cartes de votre main. Fait que je répète, vous commencez la game avec deux cartes de Haven. Puis vous allez peut-être avoir des cartes de market que vous avez gagnées via des enchères à ce stade-ci ou que même vous avez pigé grâce à votre professional draw. Bref, le nombre de cartes que vous jouez dans cette phase-là de play card, il n'y a pas de limite comme tel au nombre de cartes que vous pouvez jouer. Par contre, et c'est là la deuxième statistique intéressante, le sway, qui que plus vous avez des disques sur la map ou sur des cartes, plus vous avez des disques qui ont décollé ici de votre track ici, plus c'est haut. Le sway, c'est le nombre d'actions maximum que vous allez jouer par carte. Fait que les cartes, comme on le voit, vont avoir en moyenne là, 3 ou 4 actions sur le côté. Par contre, même une super carte juicy comme ça, là, où est-ce que vous avez 4 actions, malheureusement, au moment où vous la jouez, si la valeur de votre sway est de 1, vous êtes obligé de choisir une et une seule de ces hosties d'actions-là sur la carte. Si votre sway est de 2, si votre sway est de 3, là, vous pouvez choisir, vous faites les actions dans l'ordre que vous voulez, vous jouez les cartes de votre main dans l'ordre que vous voulez aussi. Et n'oubliez pas que le sway, comme le reach, est topé par la valeur de mercantilisme, à quel point on est réglementé dans la mer des Caraïbes. Fait que même si vous avez un sway de 3, si jamais encore là un comique s'est amusé à descendre le mercantilisme puis qu'on est à 1, ben votre sway est égal à 1. Ne peut jamais être plus haut que le mercantilisme. Bon, les cartes de Haven sont beaucoup plus simples que les cartes de Market, là, fait qu'on va en parler après, là. Si vous décidez de jouer une carte de Market, la toute première chose que vous devez faire, c'est ce que le jeu appelle le nudge, qui est l'espèce de flèche qui se trouve en haut à droite. Fait que cette flèche-là peut pointer vers un des 4 points cardinaux en bas, à gauche, en haut ou à droite. Puis ça, c'est obligatoire. Vous n'êtes pas obligé de jouer une carte qui est dans votre main. Mais si vous décidez de jouer une carte qui est dans votre main, vous êtes obligé de bouger votre personnage sur le plateau de philosophie dans la direction qui est indiquée. Fait qu'on va y aller simple pour commencer. L'anglais joue cette carte-là, ça lui dit de descendre, il prend son personnage et il descend. Ça, c'est le scénario vraiment le plus simple. Le français joue cette carte-là. Il ne peut jamais, jamais, jamais y avoir plus qu'un standee sur la même case. Fait que le français joue cette carte-là. Qu'est-ce qui arrive? Le jeu appelle ça un duel pour être flavorful un petit peu, là. Fait que le français dit essentiellement à l'anglais, tasse-toi mon Chris, puis il change de place avec l'anglais. Fait que le français a décidé de descendre, il descend, puis tant pis pour l'anglais qui change de place avec le français. Là où on rigole ou là où on ne rigole pas, ça dépend. Euh, j'en parlais, là, ce plateau-là, au milieu, c'est pas pire, il y a un petit peu d'espace, là, mais à mesure que vous commencez à marcher sur ces fameuses lignes-là, puis ces fameuses cases grises-là, ça devient un petit peu comme des poutres très étroites où vous essayez comme un funambule de garder votre équilibre. Mais qu'est-ce qui arrive, par exemple, si le Dutch joue cette carte-là? À ce moment-là, ça lui demande de descendre, mais là, il descend, il tombe dans le trou ici, si on veut, et quel est ce trou-là? C'est le trou de la crise existentielle ou de la fameuse crise de la quarantaine, la midlife crisis. Fait que quand votre personnage descend ici comme ça dans le midlife crisis, il y en a un ici, puis il y en a un là, et vous avez deux choix. Vous pouvez payer une pièce, à ce moment-là, vous payez une pièce, c'est comme si c'était rien passé. Par contre, si vous décidez de ne pas payer, bien, vous subissez euh, une fameuse crise de la quarantaine, puis vous devez revenir à ce moment-là dans une case de calo. Pas nécessairement celle de votre couleur, vous devez revenir dans n'importe quelle case de calo qui est libre. Fait que le Dutch fait ça, il ne peut pas ou ne veut pas payer une pièce. À ce moment-là, le joueur de Dutch prend son standy, puis dans la situation actuelle, il a le choix, il le replace ici ou il le replace ici. C'est ça, vivre une crise de quarantaine. C'est vraiment, tu sais, là, il commençait à être un pirate, puis il dit, ah, si, j'aime pas bien ça, parce que, tu sais, on n'est pas fin, puis on aborde des bateaux, puis là, tout le monde pleure, puis ça finit avec bien du sang, puis j'aime pas ça. Fait que là, il décide, ah là, fuck it, asti, là, je me remets en question, je retourne dans le sous-sol chez mes parents jouer au Xbox, puis je vais repenser à ce que je veux faire dans la vie. Fait qu'il revient sur une case de Calo. Donc, je suis maintenant prêt à parler de la débauche. La débauche, c'est rare qu'on choisisse ça, là, mais quand vous choisissez la débauche dans la phase des enchères, il se passe trois choses. Vous pigez trois cartes de Haven, quand même. Vous gagnez une pièce, comme vous allez travailler temporairement sur un bateau parce que vous ne savez pas trop qu'est-ce que vous allez crisser dans la vie, puis vous vivez de port en port, vous flobez tout votre argent pour aller boire dans la taverne, puis vous payez toutes sortes de services dont on ne parlera pas ici, là. Puis la troisième chose qui arrive quand vous faites une débauche, c'est que si vous êtes un professionnel, vous avez une crise existentielle.
Fait que par exemple, encore là, attends, on va changer le mal de place un petit peu, là, mais bon, l'anglais est ici. Puis pour une raison X, dans la phase des enchères, il dit, bon, ben moi, je fais let's go, on fait la débauche. Fait qu'il pige 3 cartes de Haven, il gagne une pièce. Puis étant donné qu'il est un professionnel, il subit une crise de la quarantaine, donc il va revenir ici, une de ces 3 places-là. Parce que peut-être qu'il se rend compte, là, vous allez dire, c'est bien cave ça, mais peut-être que l'anglais vient de se rendre compte, caliste, cette condition de victoire-là, on n'en verra pas le bout. Il y a 12 esclaves encore sur la map, puis j'en verrai pas le bout. Fait que c'est ça aussi une crise existentielle, c'est de dire, ah, c'est-tu quoi l'esclavage, c'est peine perdue, puis il n'y a rien à faire contre la race humaine, gang de tout croche. Fait que là, lui, il décide de s'en venir ici, puis là, peut-être qu'il va viser plus de s'en aller coloniste. Parce que cette condition de victoire-là a l'air de sentir un peu plus bon, là. Fait que vous pouvez quand même faire l'action de débauche si vous êtes ado. Vous allez piger 3 cartes de Haven, vous allez gagner une pièce, mais à ce moment-là, vous n'avez pas de crise existentielle. C'est dur d'avoir une crise existentielle quand on vit au crochet de ses parents encore là dans le sous-sol, toutes dépenses payées, là. Fait que vous n'avez pas à ce moment-là de crise existentielle, fait que vous ne bougez pas votre personnage sur le plateau de philosophie. Longue petite parenthèse pour se rendre compte. Fait que qu'est-ce qui arrive si c'est notre ami l'espagnol qui joue cette carte-là? Avec une flèche qui descend. Là, il y a 2 autres trous noirs ici sur le plateau. Là. Il y a la mutinerie qui est ici. Fait que la mutinerie, qu'est-ce que ça fait? Bon, ben, ça a rapport avec les bateaux, vous l'aurez deviné, là. Fait que je vais me prendre, une couple, on va dire que l'espagnol a ce bateau-là. Fait que là, on va revenir abondamment sur les bateaux, là, en temps et lieu, là, mais bon, la grande, grande majorité du temps, vous pouvez avoir 3 bateaux maximum ici. Un de ces bateaux-là, celui qui est vraiment sur le dessus ici, est ce qu'on appelle votre flagship ou votre bateau amiral. C'est vraiment lui là, qui bosse le reste de la flotte. Quand vous subissez une mutinerie, vous allez comparer la flèche qui est ici sur votre bateau amiral avec la flèche de vos autres bateaux. Et tous les autres bateaux que vous avez, autres que le bateau amiral dont la flèche est différente, sont défaussés. Fait que, je disais 3 bateaux maximum. Fait que si votre flagship il est comme ça, ce bateau-là pointe à droite, puis cet éventuel troisième bateau-là pointe à gauche, ben le bateau de droite puis le bateau de gauche entrent en mutinerie, puis calissent le camp, puis vous restez juste avec votre flagship. Ça peut être majeur en esti, faites attention de ne pas débarquer, puis la mutinerie ne peut pas être évitée en payant, contrairement à la crise existentielle. Fait que faites très attention. Évidemment, si toutes les affaires sont alignées, puis tous vos bateaux, par exemple, ici, pointent par en haut, vous en calissez de la mutinerie, et la mutinerie, au final, bon, vous débarquez ici juste temporairement, puis après ça, vous revenez à la case où vous étiez. Vous n'êtes pas obligé de resetter nécessairement votre patente, même si vous êtes sur une case extrême ici, puis par exemple, vous bougez à droite, il aurait pu faire le cercle un petit peu plus gros. Là, quand vous êtes sur une case extrême, si vous bougez encore plus dans la position extrême, c'est à peu près la seule fois dans ce jeu-là où votre bonhomme ne bouge pas. Fait que l'espagnol ici, si ça lui dit de descendre, ben, il reste drette là. Si ça lui dit de monter, il va ici. Si ça lui dit d'aller à gauche, ben, crise la quarantaine à moins qu'il paye une pièce. Puis si ça lui dit d'aller à droite, ben, mutinerie. Mais après la mutinerie, il revient quand même à sa case initiale après avoir subi la pénalité que j'ai parlé là, au niveau de ses bateaux, là. Ah, bon, OK. Fait que, on revient à la phase où on joue des cartes. Fait que vous jouez autant de cartes que vous voulez de votre main. Quand c'est des cartes de market, vous êtes obligé de faire le nudge qui est ici. Sinon, vous pouvez faire autant d'actions sur la carte. Vous n'êtes même pas obligé de faire autant d'actions que votre souhait. Mais habituellement, on va le faire, c'est pas mal tout positif les actions, là. Mais vous pouvez faire autant d'actions sur la carte que la valeur de votre souhait. Puis après ça, la carte est défaussée. Une carte de Haven qui est défaussée s'en retourne tout de suite dans le Haven deck et on reshuffle le Haven deck à chaque fois. Ça veut dire qu'une carte de Haven que vous venez d'utiliser peut potentiellement être pigée par votre voisin. On n'a pas besoin d'attendre qu'une éventuelle discard soit rebrassée. Par contre, les cartes de market, ça, c'est des défausses un petit peu plus traditionnelles. On épuise le deck, ce que j'ai jamais vu avant de rebrasser parce qu'il y a 25 cartes quand même dans chaque deck, là. À la fin de votre play phase, vous avez une limite de cartes en main qui est égale encore une fois à la valeur de votre souhait. Fait que vous pouvez jouer des cartes, vous pouvez jouer autant de cartes que vous voulez, vous pouvez jouer des actions sur ces cartes-là égales à votre valeur de souhait, mais à la fin de votre play phase, vous allez être obligé de défausser des cartes dans votre main jusqu'à temps que vous arriviez à votre valeur de souhait. Fait que quand votre souhait est de 1, vous ne gardez pas grand-chose en main pour le prochain tour. Encore là, les cartes de Haven défaussées dans le Haven deck qui est reshufflé toujours instantanément, les cartes de Market défaussées
dans leur défausse normale. Fait qu'à la fin de votre propre play phase, ça l'arrive, puis à la fin de la play phase en général, même affaire, cette hand limit-là est forcée aussi. Puis c'est là qu'on en arrive. Tu sais, pourquoi l'Espagnol est fort, outre le fait qu'il commence avec 8 colonies sur la map. Mais Chris, il y a 3 de valeur de sway en partant. Tous ces fucking disques sont sur la map. Fait que l'Espagnol, dès le premier tour, quand il joue des cartes, est capable de faire jusqu'à 3 actions sur ces cartes-là. Puis il est capable de se garder 3 cartes en main. Mais c'est fort en Chris, là. Comparé aux autres qui sont à 1, type, là, ça prend tout notre change pour commencer à mettre des disques sur la map. C'est extrêmement puissant quand même comme affaire. Si vous voulez les cartes de market, plutôt que de vous en débarrasser pour rien, vous pouvez les vendre pour une pièce. Quand c'est votre play phase, vous pouvez vendre une carte de market pour une pièce. C'est typiquement vu comme étant un move sous-optimal. Parce qu'après tout, normalement, ces cartes de market-là, vous les avez gagnées aux enchères, fait que vous avez payé pour, vous les avez pigées avec un professional draw, mais des fois, le nudge nous fait plus chier qu'autre chose, nous amène en crise de la quarantaine, ça nous coûterait une pièce anyway. Fait qu'il y a moyen, pendant que c'est votre tour dans la play phase, de vendre des cartes de market pour une pièce. Les cartes de Haven, par contre, on ne peut pas les vendre. Fait que si vous en avez trop à la fin de votre play phase, vous les défaussez dans le Haven deck puis vous reshufflez tout ça. Ouh. Dernière petite affaire. Et les cartes de Haven, elles viennent avec, puis regardons ça, j'ai les trois ici, viennent avec trois types d'actions. Les cartes de Haven, première particularité, elles n'ont pas de nudge en haut à droite. Les cartes de Haven ne vous font jamais, ne vous forcent jamais à bouger, je devrais dire, sur le board de philosophie. Puis les cartes de Haven ont trois, en plus d'avoir, on y reviendra à quoi ça sert, là, en plus d'avoir une land zone ou une sea zone, je pense spécifiquement, qui est identifiée dessus, là, comme Islas del Rosario, qui est ici, puis New Providence, qui est ici. Là. Les cartes de Haven ont trois types d'actions seulement. Tu sais, des actions, il y en a en sacrament. Là, quand on regarde la pierre de Rosette, là, il y a tout ça comme icône différent. Mais si vous regardez en haut à gauche, les trois types d'actions possibles sur les cartes de Haven, il y en a quand même juste trois, puis c'est un bon lien à faire avec ce que je viens de vous montrer. Fait qu'on va en parler tout de suite, au risque de pogner à demi-heure dans cette vidéo-là. Fait que les actions de Haven, vous ne pouvez les faire que si vous êtes adolescent. Vous ne pouvez jamais faire une action de Haven si vous êtes professionnel. Fait que tant pis pour notre joueur espagnol ici, qui est le plus grand têteux de roi. Et tant pis pour le Dutch qui est ici. Il n'y a que l'anglais et le français en ce moment qui peuvent faire des actions de Haven. Fait que cela, c'est ce qu'on appelle un mariage péninsulaire, c'est que vous mariez avec quelqu'un d'une profession XYZ. Essentiellement, quand vous jouez cette action-là, vous prenez votre standee, puis vous bougez sur une de ces quatre cases-là avec le même icône, qui est comme la porte d'entrée vers une profession XYZ. Essentiellement, là, si vous venez ici, là, vous venez de vous marier avec la fille d'un missionnaire, là, puis là, son papa commence à vous montrer là, les aléas du métier, là, puis vous commencez à vous diriger tranquillement pas vite vers cette track-là. C'est une façon justement de devenir professionnel très facilement quand vous avez une carte de Haven comme ça. Par contre, le spot doit être libre. Vous ne pumpez jamais personne avec cette action-là. Deuxième action, c'est semblable, mais c'est pas tout à fait pareil. Ils appellent ça la romance, je pense. Ouais. Fait que vous bougez vers n'importe quel autre Calo Space. Fait que l'anglais pourrait jouer une romance, puis pourrait décider, par exemple, de s'en venir ici. Fait que peut-être qu'après ça, il y a une carte de market qui va le faire nudger par en haut, puis c'est pour ça qu'il décide de faire ça. Sait-on jamais, là, mais bref, fait que c'est pas tout à fait un mariage. Il a commencé à cruiser la fille de quelqu'un, mais tu sais, c'est pas encore tout à fait très sérieux. Fait que là, il bouge un petit peu sur le plateau. Puis encore là, cette case-là doit être vide. Je répète, on ne bombe pas personne avec le mariage péninsulaire ou la romance. Puis le dernier, c'est le sword fight. Fait qu'une situation comme ça, par exemple, l'anglais joue sword fight. Fait que sword fight, vous devez être calo. On le répétera jamais assez pour jouer une action sur une carte de Haven. Fait que sword fight, dans ce cas-là, l'anglais peut changer de place avec un standee adjacent. Dans ce cas-là, bon, il challenge le français à un duel à l'épée, puis c'est comme, tiens, mon esti, j'ai gagné, puis on change de place. Fait que là, tu sais, il challenge là, pour la main encore là de la fameuse fille du missionnaire, là, tu sais, puis en garde, puis là, il réussit à écrire une volée, là, puis là, la fille dit, ah, mon héros, t'es bien plus fort que l'autre, c'est avec toi que je me marie. Fait que là, tout que ces deux-là viennent de changer de place. Fait que
C'est intriguant ce qui se passe ici, là. C'est une mini-game en soi, là, cette patente-là, là. Les mouvements, puis les duels, puis les sword fights, puis les mariages, puis je nudge en haut, puis je te tasse, puis là, tu sais, il arrive toutes sortes de patentes, là. Tu sais, le français, il cite, cette condition de victoire-là est presque en place. Puis là, l'anglais, finalement, a une carte dans sa main qui nudge à droite. Fait que là, Touk change de place. Wow! Là, c'est rendu l'anglais qui est rendu le top missionnaire puis qui est éligible pour cette condition de victoire-là. Fait que vous allez autant travailler fort sur le board que vous allez, ici, la map ici, je devrais dire, que vous allez travailler sur le board de philosophie parce que les deux sont importants puis les deux doivent être main dans la main pour que vous réussissiez à faire de quoi. En tout cas, très intriguant. Si vous n'êtes pas excité, je ne sais pas ce que ça vous prend. Puis excusez-la pour la vidéo un petit peu plus long, mais on vient d'avoir un méchant bon primer pour la suite des choses, puis c'est comme ça qu'il est logique d'expliquer le jeu, là, parce que là, je le sais qu'on n'a pas parlé du board pantoute, mais si je vous avais parlé du board, vous aurez complètement perdu dans tous les termes abracadabrants de fil et clown. Là, vous êtes prête pour la suite des choses, manquez-la pas, à plus.